Du coup, vous passez la soirée à discuter de choses et d'autres en évitant Oui, de re-énerver Grosbas. c'est ça, je lui offre Voilà. beaucoup de bière. Oui. C'est pas plus mal. Grosbas qui est éméché. J'imagine que Bayern et Ascad aussi, en sortant de cette taverne quelques heures plus Ouais, tard, ouais. vous êtes quand même bien Oui, éméché. bien sûr. Vous vous dirigez vers le dortoir qui, bah, du coup, la thèse émise tout à l'heure se confirme. C'est que c'est pratique que ce soit juste à côté quand même, le dortoir, tu vois. C'est pas beaucoup à marcher. Et c'est vachement bien. C'est clair. Et ça vous donne peut-être aussi un petit avant-goût de ce qui vous attend en Avernus, c'est-à-dire que ce trajet de littéralement 15 mètres, vous avez l'impression que ça dure une journée, quoi. Ah bah on est déjà en Averne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'est l'alcoolémie permanente. Non, non, vous rentrez là-dedans et vous trouvez des lits dans la salle commune sans aucun souci. Il y a une petite salle d'eau aussi, un endroit pour se débarbouiller, faire une toilette, ne serait-ce que sommaire. Et vous allez vous endormir du sommeil du juste. La tête, même alcoolisée, remplie des révélations qui ont été délivrées par Sylvira, hein, qui sont des révélations assez lourdes et même par rapport à ce que viennent de vivre tous vos personnages, sont quand même des choses assez fortes, assez lourdes, et peut-être un peu difficiles à encaisser. Peut-être que, j'en sais rien encore une fois, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça a peut-être un côté presque irréel en fait. Que cet homme que vous avez vu, Tavius Krieg, et puis en arriver jusque-là, sciemment. Et ensuite, vous passez une nuit, encore une fois, sans rêve, mais avec le sommeil néanmoins agité. Parce que bah, le stress commence à vous gagner et l'appréhension aussi. Hein. Et c'est donc après cette nuit-là que vous ouvrez les yeux, peut-être qu'ils sont un peu collés pour certains d'entre vous. Vous vous levez chacun à votre rythme. J'imagine que vous vous apprêtez à retourner vers la tour de Sylvira. Ouais, ouais. Bah ouais, c'était le plan. Je continue de sculpter en attendant les retardataires s'il y en a. Et s'il y en a pas, bah je sculpte pas du coup. S'il y en a. S'il y en a. Et je vais aussi faire partie des retardataires parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais. En fait, je parlais de fuite en avant, mais je me rendais compte effectivement que j'étais pressé de sauver ma fille, mais sauver ma fille, ça sous-entend me séparer d'elle aussi. Et que du coup, bah, arriver devant le moment de la séparation, finalement, bon, si ça pouvait attendre un jour ou deux de plus, ça serait quand même pas mal, quoi. Donc je traîne aussi quand même pas mal les pieds pour me rendre sur le lieu de rendez-vous. Ce qui fait tout à fait sens. Voilà, pour le coup, je t'attends. J'attends que tu sois prêt pour, pareil, rester un petit peu avec Maour avant qu'on parte. J'imagine qu'elle nous accompagne jusque chez Sylvira. Hein. Ah bah c'est-à-dire oui, je vais pas la laisser au milieu de Château Swift. Ouais, ouais, Elle ouais. dormait en plus hier soir, donc elle est pas au courant de quoi que ce soit. Donc je vais l'en informer sur la route, mais je vais essayer enfin, de donner au change, quoi, en essayant de garder la face. Ouais. Garder un ersatz de fierté, c'est ça? Bah, de fierté, ouais, mais surtout de positif, en lui expliquant en fait que, et je pense qu'elle est capable de le comprendre tout à fait, quoi, que je dois, pour récupérer ce contrat, pour réparer ce qui a été fait, je dois m'absenter, je dois aller régler ce problème-là et que j'en ai probablement pour longtemps et que je risque de ne pas la revoir pendant longtemps et que du coup je vais la confier à des amis qu'on a et lui expliquer que du coup elle va elle aussi apprendre des choses ici, elle va grandir ici un peu et que j'espère qu'on va se retrouver rapidement en tout cas. Les, Et lui expliquant que je n'ai pas d'autre choix que de faire comme ça parce qu'elle peut pas venir avec nous là où on est. les,
attristée par tout ça, évidemment, son chagrin se voit de voir son père partir. Et son oncle aussi, sachant que sa mère vous a tristement quitté il y a peu encore, hein, ça reste frais comme histoire. Mais il y a une espèce de résignation et de compréhension qui se fait, même si il y a forcément, elle va essayer de te dissuader de le faire, de dire que tu peux pas la laisser comme ça, que tu peux pas. Et à force de discussion, elle va s'y résigner et comprendre que tu fais ça pour elle, au final. Quand je vois qu'elle a l'air, enfin, qu'elle est triste et ce qui est normal, hein, je m'approche d'elle et je m'agenouille et je me force à sourire et je lui dis, «Mahour, t'inquiète pas, ton papa va régler ça et comme tu le sais, moi je me chargerai de le protéger. On sera bientôt là». Elle renifle et elle renifle de sanglots, hein. Donc quand tu dis ça, elle te serre dans ses bras fort. Je lui rends son étreinte et puis, au bout de quelques secondes, je me relève et je laisse à nouveau Alba, proche d'elle, quoi. Et je me tourne et je verse une petite larme. Ouais, ce qui se comprend tout à fait, hein, la situation. Et donc du coup, vous voilà parvenu à la tour de Sylvira. Vous frappez de la même manière qu'hier et de la même manière la porte va s'ouvrir. Et vous sentez qu'il y a comme un courant d'air par contre qui cette fois sort de cette tour. Vous montez les escaliers, il n'y a personne dans le laboratoire, dans la salle d'études de Sylvira. Du coup, vous montez encore un étage. Et plus vous progressez dans les marches, plus vous sentez le courant d'air qui se transforme presque en vent fort même. À mesure que vous progressez, et vous sentez que là, vous arrivez vers l'extérieur. Et effectivement, vous parvenez au dernier étage de cette tour-ci, qui consiste en fait en une grande plateforme avec comme des fenêtres, parce que vous avez pris pour des fenêtres en bas, sont en fait des immenses portes. Et en haut se trouvent 4 griffons, Sylvira, et 2 personnes qui sont visiblement en train de finir d'harnacher les griffons et de les préparer à leur voyage. Ils sont en train de leur murmurer des petites choses, des paroles apaisantes, ou peut-être leur donner des instructions, vous ne savez pas trop. Avec le vent, vous entendez à peine ça. Sylvira vous regarde arriver et vous dit bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit malgré. Il vous attend aujourd'hui et par la suite. Ces griffons sont. Pardon. Vas-y. Ah, pas de soucis, Si, plutôt, oui. Très bien. Il va vous falloir du courage pour ce qui vous attend là-bas. Ces 4 griffons sont harnachés et ont reçu l'instruction de vous emmener à la tour de Traxigor. Je l'ai prévenu dans la nuit, il m'a répondu et vous attend. Et se tient prêt à votre arrivée et à vous envoyer là-bas. Séance tenante. Ne vous souciez évidemment pas du retour des griffons, ils reviendront par leurs propres moyens. Ça va de soi. Et les personnes se tiennent à côté des griffons pour visiblement vous aider à monter dessus, parce que ce sont de grandes bêtes, hein, ils sont vraiment, même vous, pour vous gros bas, c'est pas, ça paraît quand même grand, hein. Ils sont puissamment bâtis. Ils sont tous bruns et portent sur eux, sur les selles, le symbole de la ville, donc à savoir un œil grand ouvert, le symbole de Château Suif.
Les griffons vous regardent sans forcément prêter plus d'attention que ça. Vous décelez que ce sont pas de simples oiseaux, hein, ce sont clairement des créatures plus intelligentes que ça. Mais bon, visiblement ils sont là, ils sont sur le départ, ils ont l'air d'être frais et dispo pour vous emmener à destination. Maour est agrippé à toi, Alba. Maour, visiblement, ne semble pas vouloir te lâcher du tout. Alors, ce que j'allais dire, je vais quand même la présenter aussi à Sylvira, parce qu'en fait, Bien sûr. Sylvira l'a vu, mais Mauro ne l'a pas vu. Et lui dire, Mauro, écoute, c'est avec cette dame que tu vas rester le temps que, le temps que je revienne, le temps qu'on revienne. Euh, Elle va bien prendre soin de toi, et puis tu vas apprendre plein de choses ici. Je sais que ça risque d'être difficile pendant quelques temps. Ça va être difficile pour moi aussi, mais tu as bien compris que nous n'avions pas d'autre choix que d'aller chercher la personne qui est responsable de tout ça et régler ce problème-là pour que tu puisses vivre ta vie comme tu l'entends, futur. Oui, je sais, papa. Et elle se tourne vers Sylvira et la regarde et lui dit merci de m'accueillir le temps que mon père et mon oncle et ses amis règlent le problème. Merci. Et elle a les larmes aux yeux, enfin même, on a passé ce stade, même les larmes qui reviennent à nouveau envahir ses yeux. Je vais me tourner vers Sylvira aussi. Lui tendre deux choses. Je lui tends déjà une lettre. Euh, je le fais à voix basse, mais c'est presque parce que j'ai pas envie que Maour l'entende, mais je sais que bon, elle est juste à côté évidemment, donc elle va l'entendre. Mais euh, je dis si le jour de ses 14 ans nous ne sommes pas revenus, donnez-lui cette lettre. Et voici pour vous aussi. Et là, je lui tends une bourse que tout le monde peut juger comme très lourde, du coup, et je lui donne à peu près tout ce qui me reste. Je dis à peu près parce que je vais garder une pièce d'or. Donc je lui donne 526 pièces d'or. Ah oui. Elle soupèse la bourse et Pour l'éducation de Maour et pour son avenir. Si les choses ne devraient pas se passer comme elles doivent se passer. elle prend très respectueusement la bourse. Tu vois qu'elle a eu l'idée visiblement de rejeter ça, de dire oh non, c'est pas la peine, mais elle la prend et te dit elle sera entre de bonnes mains et quand vous nous reviendrez, elle aura reçu toute l'attention qu'elle mérite de recevoir, tous les soins lui seront prodigués et nous l'instruirons, nous l'éduquerons. Pas de doute là-dessus. Et je vais me poser un genou à terre en fait pour prendre Maour dans les bras et, euh, et lui dire on va faire tout notre possible pour régler ce problème le plus rapidement possible. Mais sache que je t'aime et que tout ce qui arrive ici n'est absolument pas ta faute. Ni la faute de qui que ce soit. C'est le destin, c'est... Tu n'as pas à en vouloir à qui que ce soit, on va régler tout ça et puis on se retrouvera. Je t'aime aussi, papa. Fais attention. Et je sais que tu y arriveras, papa. Et je vais maintenir cette étreinte-là le temps qu'il faut, entre guillemets. Euh, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a le côté où ce que je disais tout à l'heure, j'étais pressé de partir pour régler le problème, et devant le fait accompli, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
évidemment. Et puis finalement, ça va être un petit coup de. J'ai besoin d'un petit coup de collier et d'un coup, en fait, monter sur le griffon. En fait, moi, quand je vois que cette étreinte s'éternise, je viens et je pose la main délicatement sur ton épaule. Ok. Et je dis, il va falloir y aller, Alba. Allons-y, mon frère, allons-y. Et je regarde Maour très affectueusement. Et je lui fais un signe de tête et je vais vers le griffon. Elle te rend ton regard très appuyé, toujours les yeux inondés de larmes de tristesse. Elle vous regarde partir tous les deux. Puis Sylvira passe une main sur ses épaules et la tire vers elle pour l'étreindre. Et Maour, visiblement, semble en avoir besoin et se laisse faire. Et se blottit contre elle tout en vous regardant. Vous faire aider pour vous faire jucher sur vos griffons. Et les maîtres, les maîtres griffons qui vous ont aidé à vous installer, vous ont un petit peu montré où vous mettre vos pieds, vous ont donné des conseils pour votre confort, etc. Vous regardent et disent vous avez juste à leur demander et ils vous emmèneront quand vous serez prêt. Et allons-y. Allons-y. Et là, moi, je me surprends, en fait, en étant sur ce griffon-là, à pas me préoccuper tellement du griffon, mais à prier, en fait. Et assez naturellement, alors que ça venait plus depuis quelques semaines, à prier Jergal pour que tout se passe bien et pour que ça se passe bien, surtout pour Mao, en fait. Tu sens une chose, comme tu l'as dit toi aussi, qui n'était pas arrivée depuis quelques semaines maintenant, c'est que tu te sens comme écouté. Tu n'as pas de réponse directe, mais tu sais que ta prière n'est pas ne sont pas juste des mots en l'air en fait. Euh, Visiblement, ça va là où c'est censé aller d'habitude. Que visiblement tes mots ont été entendus. Et tu sens le retour un petit peu timide, certes, mais le retour de cette chaleur en toi, qu'on appelle la foi communément. Enfin, la foi. La présence de ton Dieu, plutôt. Qui, à sa façon, te répond. Hmm. Timidement, hein, certes, mais la sensation est bien là. Et quand vous dites allons-y, les griffons se regardent d'un coup, les uns les autres, puis prennent chacun une porte différente. Et c'est un moment assez étrange quand même parce qu'ils courent tout droit, sautent dans le vide. Heureusement, vous êtes solidement harnachés. Sautent droit dans le vide et vous voyez le sol qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche jusqu'à ce qu'ils déploient les ailes. Comme s'ils avaient fait un peu exprès d'attendre le dernier moment et ouf, vous voilà partis. Les griffons prennent dans un premier temps le chemin de la mer, enfin le chemin, la voie de la mer en tout cas, qu'ils vont survoler un petit temps. Et longer, en faisant frôler un petit peu les nuages. Certains vont essayer de jouer dans les nuages, vous faire passer dedans, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Et vous entendez le bruit de ces battements d'ailes réguliers, et ça a quelque chose quand même d'assez berçant. Au final, vous vous attendiez peut-être à ne pas être confortablement installé et que ça serait éprouvant, mais au final, il s'avère que c'est vraiment plus agréable et plus confortable que ce qu'on pourrait penser. Les bêtes sont très clairement bien dressées et habituées à faire ça, hein. Ils le font avec perfection. Et vous voilà partis sur les dos de ces griffons. Et vous allez voler comme ça pendant
une bonne partie de la journée. Le soleil a passé son zénith, même largement. Quand vous apercevez au loin, presque à l'horizon, parce que je vous rappelle, vous êtes en l'air, hein, comme une structure carrée qui est érigée en bord de mer sur une espèce d'écueil rocheux sur le continent. Et quand vous vous rapprochez, effectivement, ça ressemble de plus en plus à une tour. Jusqu'à ce que vous ayez la confirmation visuelle, c'est effectivement une tour. Les griffons, contrairement à ce que vous pourriez vous attendre, ne se dirigent pas vers le pied de cette tour, mais se dirigent vers aussi une plateforme similaire à celle que vous venez de quitter au sommet de cette tour-là. Ils viennent s'y poser tout en délicatesse, en battant un petit peu des ailes pour faire un poil de stationnaire et s'apposer tout doucement. Ils semblent un petit peu fatigués, mais sans plus. Et vous voilà, sur le toit d'une tour, en bord de mer. Château Suif a depuis longtemps quitté votre champ de vision. Un endroit, ma foi, maintenant plutôt agréable aussi, hein, il va sans dire. Et les griffons vont se mettre en boule. Se coucher, oui, se recroqueviller un petit peu sur eux-mêmes, comme pour se reposer. Et vous vous doutez qu'ils vont effectivement passer quelque temps se reposer avant de reprendre la route de Château Suif. On va pas les emmener avec nous. Je dis aux autres. Il y aurait peut-être quand même plus vite en avec ça. Pas dit qu'on puisse les faire manger sur place. C'est vrai. C'est dommage. Et vous voilà maintenant du coup sur le toit assez vanté, sur cette plateforme d'atterrissage pour griffons. Vous quatre. Sans Maour, sans personne, sans Falaster. Sur le toit de cette tour qui semble avoir une architecture d'un autre temps. Assez... ouais, antique, vraiment une construction solide, comme on le faisait, dans l'ancien temps, avant que la magie et puis les nains ne développent leur art. Mais une architecture qui semble séculaire toutefois, et résistante aux intempéries et au temps. Vous apercevez sur cette plateforme aussi, dans un angle, un début d'escalier qui descend vers les entrailles de cette tour. J'imagine que nous sommes arrivés à destination. Comité d'accueil. Effectivement, vous êtes seul, hein, personne ne vous attend. Du coup, je vais commencer à descendre les escaliers. Ok. J'emboîte le pas. En descendant ces escaliers de pierre, qui eux aussi semblent avoir été élimés par le temps, mais néanmoins solides encore une fois, vous vient aux narines une odeur un petit peu de renfermé et d'humidité. Et vous entendez, comment dire, comme si quelque chose ou quelqu'un en dessous farfouillait. Vous entendez des blinks, des blocs, des tintements de métal, de verre, de trucs, et vous entendez comme une voix qui juronne un petit peu, enfin qui marmonne dans sa barbe. Et quand vous continuez ces escaliers pour suivre cette voie, vous arrivez devant une très grande pièce, qui n'est pas sans rappeler celle de Sylvira précédemment. Sauf que celle-ci contient une partie salon beaucoup plus élaborée que celle de Sylvira, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un canapé sur lequel est posée une couverture, contient une petite table visiblement avec des restes de nourriture, mais en dehors de ça, ce ne sont que des tables de travail, avec encore une fois du matériel alchimique, avec des grimoires, avec des parchemins, avec
des mortiers, des pilons, des espèces de petites fabrications. Vous voyez tout plein de babioles partout. Toutes les tables en sont recouvertes. C'est un merdier pas possible. Et au milieu de cette pièce se tient une chose qui visiblement passe d'une table à l'autre avec une rapidité assez déconcertante. Et la pièce est très légèrement allumée par quelques chandelles, encore une fois avec le sort de lumière éternelle. Et vous voyez une petite chose qui est visiblement plus petite encore qu'un alphelin, qui se déplace de manière très rapide, très fugace, et qui ne semble pas du tout vous avoir repéré pour le moment. Cette personne, cette créature est... qui vous marque d'abord, c'est qu'elle est... Elle est poilue. Elle se déplace sur 2 jambes, parfois 4, en sautant d'une table à l'autre, en farfouillant un petit peu tel un rat dans les débris. Elle dispose d'une grande queue. Puis d'un coup se relève, se tourne vers vous. Et vous voyez que devant vous, vous avez affaire à une loutre qui marche sur 2 jambes. Effectivement. C'est Lulu. À une loutre. Et qui vous regarde, et puis qui fait claquer un petit peu ses mains. Dit, ah oui, Sylvira m'avait prévenu. C'est vous, c'est ça que je dois... Oui, à qui je dois... Enfin, je sais même plus. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, si, vous emmenez... Ah oui, à El Turel, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Alors, je suis presque prêt. Attendez, vous êtes Traxigor? Bah oui, c'est moi, qui d'autre? Oui, c'est assez logique, effectivement. Bah oui, y a que moi ici de face. Ah bah non, c'est vrai, j'ai oublié. Lulu, nos invités sont arrivés. Et il lui semble crier à tue-tête comme ça, il est tout agité, tout partout comme ça. Et puis vous voyez sur le canapé les couvertures qui bougent comme ça d'un coup, qui se lèvent. Et vous voyez en sortir une chose, elle aussi avec des poils, avec une fourrure, mais des poils dorés. Des poils vraiment de couleur de l'or en fait. Cette chose se déplace en volant, dispose de 4 pattes, de 2 petites ailes et d'une trompe. Et Faut te dire que c'est moche. voici Lulu. Vous reconnaissez là un tout petit olifant trop mignon. Et Lulu qui volette tranquillement comme ça et qui émet un petit bruit de trompette avec sa trompe. Et qui s'avance vers vous. Et pendant ce temps-là, pendant toute la scène, évidemment, Traxigor n'a pas cessé de continuer ses recherches. Et il dit, oh, m'énerve, pourtant j'étais sûr de l'avoir vu par ici. Et il fouille partout. Et il continue de gratter comme ça. Et Lulu s'approche vers vous. Qui est devant? Qui est le plus avancé dans la pièce? Moi, j'étais descendu en premier, mais je sais pas si quelqu'un est passé devant. Je pense pas. Passe devant, avec plaisir. Si je passe devant, je t'écrase, donc... Bon, je suis resté devant, alors. Et Lulu s'approche vers toi et plonge dans ton regard ces 2 yeux qui de loin paraissaient un petit peu blancs, un petit peu vides. Mais tu ressens, et c'est très perturbant, une forme d'intelligence vraiment sincère. Ce n'est pas un animal, c'est vraiment un être intelligent. Elle te regarde et dans ta tête, tu entends une petite voix. Alors, c'est vous mes nouveaux amis? Scan, hein, j'entends. Hein. Juste à scan. Hein. Est-ce que je peux répondre par la pensée ou pas? Oui, bien sûr. Du coup, je lui réponds aussi. C'est toi, Lulu? Ah oui, qui d'autre? Traxigor C'est m'a dit logique que vous aussi. vouliez aller en Averne. Oui, c'est ça. C'est toi qui connais Zariel? Oui, Zariel, je l'ai connu il y a longtemps. Et tu peux pas imaginer à quel point j'ai envie de casser les culs de ces vilains diables.
Pas au langage, là. Bah quoi? Voyons. J'ai dit un gros mot? Oui, évitons d'utiliser des mots comme ça, s'il te plaît. Voyons. D'autres manières de le dire. Donc, peu importe. C'est. C'est très étonnant, on s'attendait pas. Je ne m'attendais pas à voir un éléphant volant au milieu de la pièce, me dire qu'on allait contacter un ange déchu. Mais je reste un peu sans voix. Très étonnant. Et vous voyez Ascan en fait qui fait des gestes mais sans parler. Et qui est face à la créature comme ça en train de faire ses trucs. Donc tu connais le moyen de nous emmener en enfer et de nous diriger Je me souviens pas de tout, mais oui, moi je veux bien vous aider. Surtout si c'est pour sauver des innocents, comme les habitants d'El Turel, ou pour délivrer Zariel. Tu voudrais délivrer Zariel. Bah oui, quand même. Mais c'est qui pour toi Zariel? C'était mon ange, c'était mon ami, mais je... Elle secoue un peu la tête quand elle dit ça. Mais je ne me souviens pas de tout. Ce que je me souviens, c'est que avant qu'elle n'ait été capturée, elle m'a demandé de cacher son épée pour pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Je sais que quelqu'un m'a aidé à la cacher, mais je ne me souviens pas de qui. Et puis, je me suis échappé d'Avernus, mais je me souviens plus comment. Et un jour, pouf, Sylvira m'a trouvé, puis elle m'a emmené ici. D'accord. Et tu te souviens où tu as caché l'épée? Bah non, Ah non, je croyais que tu ne savais plus qui t'avait aidé. je ne sais plus qui m'a aidé, mais je ne me souviens pas non plus où j'ai caché l'épée. Mais peut-être qu'en y allant, ça me reviendra. Est-ce que tu es sûr de vraiment vouloir y retourner? C'est dangereux. Mais vous m'avez l'air d'être des gens gentils, alors oui. Et puis si je peux vous aider, moi je suis contente. Ok. Ça me paraît être un argument acceptable. Ah. Et du coup, je me retourne vers les autres. Donc, c'est Lulu. Elle. Il ou elle d'ailleurs? Elle. Elle. Elle connaîtrait éventuellement le chemin pour nous mener jusqu'à Zariel pour libérer Zariel. Elle a caché une épée, mais elle sait pas où. Elle a été aidée par quelqu'un, mais elle sait pas qui. Et elle sait pas non plus comment elle a réussi à sortir des enfers. Ça commence bien cette histoire. Guide. Puis après, chacun, vous aurez tour à tour un contact aussi télépathique, vous disant « Bonjour, moi je m'appelle Lulu ». Visiblement, elle ne semble pouvoir parler que comme ça. Moi, je lui demande tout haut. Moi, c'est Groba. Comment ça va? Bonjour Robin, moi ça va, je suis content si on peut aller aider des gens. Et casser les culs des diablotins et des diables. Ah oui, moi aussi, Oui. ça m'intéresse. Eh ben, du coup, on est amis? Allez. Super. Et je vais pour tendre la main et puis pardon. Oui, oui, on Elle est amis. serre avec sa trompe. Donc elle vole, hein, elle se déplace en voltante paisiblement. Ça me chatouille au creux de la main, donc je rigole un petit peu. Je t'aime bien toi, Grandin. J'espère que tes Ah amis bah, sont moi aussi aussi, je gentils que t'aime toi. bien, Lulu. C'est super. On va pouvoir aider Zariel et aider les habitants d'El Turel. Ah, donc toi aussi, tu veux libérer Zariel. Bah oui, c'était mon ami. Ah. Je suis d'accord avec toi. Elle a, elle a été enfermée par, euh, par ces gens qui ont quitté son commandement. C'est un peu injuste ce qui lui est arrivé.
J'étais là-bas, mais je ne m'en souviens pas. Comment tu peux savoir que tu y étais sans t'en souvenir? Mais je me souviens juste que Zariel, elle m'a donné son épée pour que je la cache. Ah oui, et c'est une grosse épée? Oh oui, une très grande épée, ouais. Une épée d'ange. Ah. Et tu crois que si on lui rend, elle saura se libérer? Mais je ne sais pas, il faudra qu'on essaye. D'accord. Alors j'imagine les autres qui entendent la moitié de la conversation, ça doit être trop rigolo. Mais parce que tu réponds à voix haute, toi. Ah oui, oui. Je réponds carrément à voix haute. Ben oui, je comprends pas que je peux répondre dans ma tête. Oui, donc les autres entendent vraiment tout ce que je dis. Ouais, sachant que j'ai eu à peu près la même conversation avant, du coup, je recolle les morceaux. Ça me paraît pas étonnant. Et c'est sur ces derniers regards un peu surpris les uns envers les autres, comme ça, genre, qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas. C'est un éléphant qui a des ailes et qui vole, c'est trop bizarre, il parle dans la tête. Que Traxigor qui revient et qui dit je le savais que je l'avais rangé sous mon Erlen meilleur là-bas. Et il arrive et il tient un diapason dans sa main. Vous savez, l'espèce de truc en U là pour donner Ouais. les notes. Et il le tient haut et fort. Il dit c'est bon, maintenant je peux lancer le rituel. C'est tout ce qui me manquait pour faire ça. Je savais bien que je l'avais caché là-bas. Est-ce que vous Bah, êtes qu'est-ce que- prêts? Non, parce que Tout à bon, fait. On puisse l'être. faut que j'aille pêcher des poissons, moi encore pour manger, donc je vais pas vous foutre dehors, mais Bah, ok, allons-y alors. Si tu veux, j'ai encore un peu à manger. Et je sors une pomme. et tu lui donnes. Bah, je lui tends, ouais. Ouais. Il l'attrape avec avec sa bouche délicatement. Il la croque en 2 bouchées. Il l'avale. Et merci, merci. Mais c'est gentil, mais bon, vous n'avez pas à me remercier pour ce que je vais faire. Hein. Je devais un service à Sylvira, je vais lui rendre. Et merci. Vous êtes bien aimable. Bon allez, allons-y. On va faire ça sur le toit. Lulu, est-ce que t'es prête? Visiblement, il y a un échange entre les deux. Et il fait un signe de tête. Il dit bon allez. Et il court à 4 pattes avec son diapason dans les dents en direction du toit que vous venez de quitter. Très mauvaise idée de mettre un diapason dans les dents. Ouais, visiblement, ça part de le gêner, lui. C'est une blague, je l'ai pas. Hein. Très mauvaise idée de mettre un diapason entre ses dents, D'accord. surtout quand ça vibre. Oui, c'est vrai. Et du coup, il monte et il vous attend à l'étage. Il dit bon, comme dit, hein, on va être bloqué là-bas. Enfin, vous allez être bloqué là-bas. Moi, pas trop, mais allez, venez. Pas que ça à faire. On suit. On suit, oui. Moi, je suis toujours dubitatif, en fait. Mais, Et Lulu monte avec vous, hein, clairement. Elle volette un petit peu au-dessus. Elle tourne autour de toi, gros bas. Et elle vous scrute un petit peu. Elle vous observe. Tout rayonne la joie de vivre hein, chez cet olifant. Hein. Pour les 2 personnes qui ont eu des contacts un peu plus longs, surtout. Mais tout a l'air de l'emplir de joie. Ça a l'air d'être un charmant compagnon qui nous accompagne là. Moi, je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Et quand vous parvenez à l'étage, il y a Traxigor qui est debout sur un... pas très loin d'un des parapets. Les griffons sont d'ailleurs repartis, visiblement ils ne sont pas reposés très longtemps. Mais ils ne sont déjà plus là, vous apercevez leurs silhouettes qui sont pas si loin que ça au final, mais très hautes par contre, dans le ciel, et ils repartent en direction de... Ils font le chemin inverse au final. Et Traxigor qui vous regarde et qui tient toujours son diapason. Et il dit bon, ça m'enchante pas trop, mais il va falloir que je passe avec vous, parce que sinon le rituel ne sera pas complet. D'accord? Je vais vous demander de rester calme. Je vais vous emmener El Turel, d'accord? Mais en revanche, vous allez peut-être pas voir des trucs très très chouettes là-bas, ok? Ni sur la route d'ailleurs. Vous demandez de rester On est là calme. pour ça.
Très bien. et de ne faire qu'avancer, ok? Et surtout, personne ne m'interrompt pendant le rituel. Est-ce que c'est clair? D'accord. Interrompre, parler ou, Oui, oui, bien sûr, taisez-vous. D'accord. Il est toujours de sa manière de parler très, très rapide et très un peu brusque. Et il va dire, bon, laissez-moi une demi-minute le temps que je me concentre. Et ce sera parti. Et vous le voyez qui a l'air de marmonner des trucs comme s'il récitait un spectacle dans... Comme s'il récitait un spectacle dans sa tête. Puis d'un coup, il se tourne vers vous et vêtu de sa cape balayée par les vents qui font un peu rage quand même, vous êtes proche de la mer, je le rappelle, Traxigor vous fixe tour à tour d'un regard plein de sérieux et que part quand même est pris d'une certaine tristesse. Il secoue sa tête pour se ressaisir un petit peu et cet archimage, visiblement, que vous êtes devant vous, se redresse de toute sa petite carrure et se dirige d'un coup, très tranquillement, vers le parapet de la plateforme, en marmottant des mots qui vous paraissent inintelligibles. Sereinement, Traxigor lève le diapason vers le ciel, proférant fortement, d'un coup, une formule magique, et abat soudainement le diapason contre le parapet de pierre. Toujours concentré et calme, le mage se retourne, en continuant ses injonctions magiques. Au centre de la plateforme, d'un coup, des volutes de brume arc-en-ciel s'élèvent du sol pierreux pour venir progressivement former une grande arche qui fait face à vous. À mesure que le tintement mélodique s'étiole dans l'air ambiant, l'air sous l'arche s'évide, à la façon d'un rideau tiré sur une scène de théâtre, révélant un vortex d'énergie magique irisée. Tenant toujours le diapason bien haut, Traxigor s'avance vers le portail, les mots magiques sortant toujours continuellement de sa petite bouche. Lulu le suit, voltant toujours paisiblement. Les deux êtres passent le puits entre les plans, leurs silhouettes disparaissant subitement de votre vue. Comme attiré par une manière inexplicable par ce puits, vous empruntez à votre tour le passage extradimensionnel, une boule d'appréhension nichée au creux de vos intestins. Se révèle devant vous alors un grand pont, autour duquel une sorte de brume épaisse, presque tangible, tourbillonne. Vos sens perturbés vous envoient des signes contradictoires. Tantôt vos pas semblent extrêmement lointains, tantôt horriblement près de vous. Tantôt vous êtes 6, tantôt vous êtes seul. Au fur et à mesure de votre progression, la brume s'assombrit et se teinte de reflets rougeâtres. Une odeur de soufre et d'iode parviennent à vos oreilles, ne cessant d'exacerber vos esprits déjà floués. La brume semble s'illuminer par moments, par des pulsations aussi chaotiques que puissantes. Au loin, vous apercevez une autre arche, dont le rideau vient lui aussi de s'ouvrir. La brume, petit à petit, perd en substance, en épaisseur. Les pulsations sont progressivement accompagnées de roulements de tonnerre et de ce qui semble être des bruits d'explosion, nimbant en même temps les dernières volutes qui restent de teinte orangée et rougeâtre. L'autre bout du tunnel est soudainement là, devant vous. Bien qu'une seconde plus tôt, il semblait être à des centaines de mètres de vous. En le franchissant, quelque chose vous perturbe, comme si quelque chose vous observait. Sur le seuil devant vous se dessine un paysage sombre, aux accents ocre, comme baigné dans la fumée d'un brasier ardent. Loin au-delà, plusieurs silhouettes vous fixent, nimbées de ténèbres dans le ciel sombre et orangé. Deux sont titanesques et ailées. L'une d'elles vous porte un regard verdâtre, l'autre rougeoyant. L'une est massive et difforme, tandis que l'autre est fine et élancée. À côté d'elle, deux silhouettes, plus petites, féminines et charpentées, leurs cheveux semblant s'étioler en volutes autour d'elle. Leurs regards, quant à elles, revêtent l'espoir, mais aussi la tristesse. Enfin, se trouve la silhouette de ce qui vous apparaît comme un jeune homme, à l'aspect étrangement familier, vous toisant d'un regard visiblement apeuré et fier à la fois. Cette vision s'efface aussi vite qu'elle était dérangeante.
Vous reprenez soudain conscience de vos corps au travers d'une sensation de vide et de chute, bientôt confirmée par la douleur causée par votre rencontre avec un sol dur et chaud, une odeur de soufre, des bruits, d'explosions, des cris, la clameur d'une foule cyclopéenne, loin, mais aussi trop proche à la fois. Et surtout, une terrible appréhension au fond de vous, comme le pressentiment que ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'un simple échauffement. Et vous êtes là, tous les quatre, à quatre pattes par terre. Devant vous se tient, immédiatement, un sol, visiblement pavé, un sol de pierre, mais qui est, comme je le disais, extrêmement chaud, extrêmement, presque brûlant en fait, au contact. En vous relevant, vous apercevez, en premier temps, Traxigor, cette loutre un petit peu étrange, un petit peu originale, qui se tient devant vous, qui vous regarde, l'air de dire « Au courage ». Claque des doigts d'un coup, puis simplement disparaît. Vous ressentez qu'il a utilisé un sort, par contre lequel, visiblement quelque chose de puissant, de fort, peut-être quelque chose qui a arrêté le temps, lui permettant de partir. Vous ne savez pas vraiment. Autour de vous se tient une rue, ou plutôt ce qu'il en reste. Vous êtes dans une avenue d'une cité qui semblait autrefois majestueuse, qui maintenant n'est plus que ruine. Rares sont les bâtiments encore debout. Quand vous regardez autour de vous, le ciel est sombre, gris, noir, ocre. Si vous levez encore le regard, vous pourrez entrevoir cette scène-là, à savoir une grande orbe noire, remplie de ténèbres, dont partent des éclairs fréquents, que vous associez du coup au bruit d'explosion. En regardant autour de vous, vous avez eu de la chance, car à quelques mètres derrière vous se tient un vide abrupt, comme si l'avenue avait été coupée ou arrachée. En y regardant, c'est en face à vous ce paysage sombre que vous avez entreaperçu depuis votre vision dans le portail. Se tient un immense territoire de couleurs rouge sang, ocre, orange. Les silhouettes, évidemment, ne sont plus là. Par contre, vous êtes à plusieurs centaines de mètres au-dessus de ce paysage morne et désolé. Vous apercevez aussi, en vous approchant peut-être un petit peu de ce vide-là, et en levant un petit peu les yeux, en regardant ce qui a été le compagnon, vous apercevez comme des grands pieux, des grandes lames qui jaillissent visiblement des bords de ce précipice-là, auxquels sont rattachées de titanesques chaînes qui relient la cité sainte d'Elturel au sol. Sous vous, vous apercevez ce que vous comprenez être très vite comme le fleuve Styx, qui coule de ses méandres paresseux mais inexorables, de ses teintes orangées, rouges. Et autour de ce fleuve, presque là où sont accrochées les chaînes, vous apercevez une horde innombrable de créatures dont vous peinez à différencier, à saisir la forme, à saisir l'aspect. Certaines sont toutes petites, certaines sont titanesques, certaines sont moins grandes, mais toutes sont prises dans un immense combat, une immense scène de guerre, comme vous n'en aurez jamais vu et comme vous n'en lirez jamais, contre d'autres créatures qui, elles, semblent, la plupart ailées en tout cas, et qui semblent se livrer un combat au sol, acharné. C'est ça que vous entendez, de loin. Chers joueurs, bienvenue en Avernus.